Bienvenue sur Gabon 24 pour ce tour d'horizon des grands sujets de l'actualité du continent et hors du continent. Je reçois cette semaine Michel Ndong-Esso, diplômé en philosophie morale et politique. Michel, bonjour. Et Alain-Georges Banasoubek, journaliste doublé de la casquette d'enseignant. Alain, bonjour. Bonjour. On va commencer par les manifestations de rue qui occupent aujourd'hui le devant de la scène politique et les écrans de télévision. Elles ont leur parcours obligé et leurs usages propres, mais cette domestication est-elle si solide qu'on le pense? Cette question convoque bien de souvenirs liés au soulèvement populaire du genre, déjà vécu sur le continent ou ailleurs. À l'observation, tout débordement semble gros d'émeutes ou de révoltes susceptibles de bouleverser l'ordre établi. C'est ce qui se passe depuis près de 2 mois au Soudan et en Algérie. Pareil que le bonheur est dans le pré et le pouvoir dans la rue. Suivez ce reportage. Nous n'aurons pas de structure de transition civile, son représentant du groupe armé a déclaré Omar Youssef, l'un des chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement. Mais Youssef n'a pas précisé de quel groupe armé il faisait référence. Je vous assure que même si nous nous mettons d'accord demain avec le Conseil militaire sur notre proposition et qu'il accepte complètement, nous n'aurons pas de structure de transition civile sans représentants des groupes armés. Depuis plus de 15 ans, le Soudan est le théâtre d'insurrections dans les régions du Kordofan du Sud, du Nil bleu et du Darfour. Dans cette dernière région où les violences ont nettement baissé ces dernières années, le conflit entre pouvoir et rebelles des minorités ethniques a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Les mouvements rebelles dans ces régions font partie de l'ALC, dont le mouvement de protestation a conduit au départ en avril d'Omar el-Béchir, qui gouvernait le pays d'une main de fer depuis 1989. Et depuis lors, les lignes ont bougé au Soudan, mais ça coince encore en Algérie. On aura le temps de décrypter ces deux situations dans cette émission. Qu'on le veuille ou non, dans les deux cas, Soudan-Algérie, on est bien dans une forme d'action politique dite non conventionnelle selon les pays. Alors, Alain-Georges Banasoubek, le pouvoir vient-il de la rue, finalement, selon vous? Le pouvoir vient-il de la rue? Il est très difficile de le penser. Il faut dire que c'est la rue. C'est la rue qui impulse, dans les deux cas, c'est la rue qui impulse les deux révolutions. Nous assistons aujourd'hui au printemps arabe, dans sa seconde phase. Et nous espérons que cette deuxième phase sera beaucoup plus fructueuse que la première, parce qu'il faut le dire que le printemps arabe, dans sa première phase, qui a concerné les pays limitrophes, c'est-à-dire la Tunisie, l'Égypte, il faut dire que de manière générale, ces printemps n'ont pas apporté des changements. On a comme l'impression que le peuple a été floué. Alors maintenant, est-ce que le pouvoir peut venir de la rue? Mais je pense que la rue impulse des révolutions. Maintenant, il appartient véritablement maintenant aux institutions en place d'organiser le jeu politique afin que l'alternance, si alternance il y aura, afin que l'alternance puisse véritablement voir le jour. Alors, dans les deux cas, nous avons une situation inédite, des revendications, de la contestation, qui a justement ce système qui a amené les deux, il faut le dire, les deux chefs d'État à libérer le plancher. Dans les deux cas, on se rend compte que la rue a joué un rôle important. Si au Soudan, on peut déplorer des morts, il y a une cinquantaine de morts jusque-là, en Algérie, il faut dire que c'est une révolution sans effusion de sang, et ça, on peut s'en féliciter. Mais maintenant, le problème majeur est de savoir si la population qui crie a eu à dire, la population qui réclame encore et a crié, une transition pacifique, que le pouvoir s'allègue aux civils, est-ce que ces populations auront gain de cause? Telle est la question. Dans les deux cas, ça paraît plus compliqué. Ça paraît un peu plus clair du côté du Soudan, où nous voyons clairement que la junte au pouvoir peut céder le pouvoir aux civils, mais ce n'est pas très évident, en ce sens que dans le reportage que nous avons suivi, je pense que les responsables politiques sont eux-mêmes conscients du fait qu'il est difficile qu'on ait un gouvernement de transition sans la présence, par exemple, de l'armée. Voilà. Et dans le cas de l'Algérie, ça paraît un peu plus difficile, malgré la purge. Malgré la purge, c'est-à-dire ces personnes assez opulentes, des personnes qui sont arrachées autour de l'ancien président, bien que ces personnes soient aujourd'hui aux arrêts, on ne voit pas clairement, véritablement, si le peuple aura finalement gain de cause. On a la montée ou le recours à ces formes de manifestation a quand même de quoi inquiéter Michel Ndong-Esso et pose un problème dès lors qu'elle court-circuite l'exercice légitime du pouvoir par les gouvernants qui détiennent le mandat du peuple.
Oui, Ismaël, il faudra commencer par faire un retour définitionnel de la rue. C'est quoi la rue? Et la rue symbolise l'agora populaire, c'est la place publique par excellence, c'est la place de la révolution. Il faudra ensuite donner un profil à ceux qui sont dans la rue. Les acteurs de la rue. Qui est dans la rue. Dans la plupart des cas, ce sont des étudiants, des élèves, ou alors ce sont les corporations des travailleurs à travers leurs représentants, donc les syndicats. Ce sont les corps libéraux, donc les médecins, les enseignants, les avocats. Troisièmement, que revendiquent ces personnes? Traditionnellement, dans le champ de leurs compétences, ce sont des gens qui revendiquent des meilleures conditions de vie. Mais là, nous avons pu observer que leurs revendications sont allées au-delà du cadre professionnel. C'est-à-dire, on revendique un changement politique. Mais comment en est-on arrivé là? Je voudrais quand même faire observer que les rapports entre la rue et la démocratie sont quand même équivoques. C'est vrai que d'une part, on reconnaît que la rue est une des expressions vitales de la démocratie, puisque c'est l'agora publique. Et donc, c'est d'ailleurs pour lesquels les marches sont nécessairement encadrées. Bon, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Mais d'autre part aussi, lorsqu'on arrive à la rue, c'est que, vous le disiez tantôt dans votre intuition, c'est que le fonctionnement normal des institutions a failli. C'est que les institutions qui servent de courroie de transmission entre le peuple et la démocratie, c'est le cas du Parlement, n'ont pas joué leur rôle. Donc, lorsqu'on arrive à la rue, c'est que quelque chose ne va pas. Et c'est à ce niveau qu'il faut souhaiter que cette fois-ci, les revendications de la rue aboutissent à quelque chose de plus démocratique. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement d'un homme à la tête du pouvoir, mais il s'agit d'un changement de gouvernance. Donc, ce n'est pas simplement une question d'individu, mais les revendications doivent être au-delà des questions individuelles. Donc, on doit revendiquer un changement de gouvernance pour que les aspirations de la rue soient mieux prises en compte dans la manière de gouverner. Oui, il est tentant d'interpréter ces transformations comme le passage du pouvoir des urnes au passage au pouvoir de la rue. Les électeurs citoyens seraient ainsi en train de perdre du pouvoir au profit des citoyens manifestants. Ça craint, non? Ça craint. On est en train de partir des citoyens, on assiste à une forme de transformation du pouvoir des urnes au pouvoir de la rue. Ça craint pour les jours à venir. Oui, mais le pouvoir de la rue, sauf que le pouvoir de la rue n'a pas cette capacité d'imposer des dirigeants. On est obligé toujours de passer par des processus démocratiques. Parce que quand vous regardez dans les deux cas de figure aujourd'hui, que ce soit en Algérie, que ce soit au Soudan, les gens réclament. Tout à l'heure, Michel parlait disait qu'on voulait, en fait, les gens aspiraient à un gouvernement, à un autre gouvernement. Mais moi, je dis, en fait, les gens veulent un changement de système. C'est de cela qu'il est question. Mais alors, et on se demande bien, est-ce qu'il est possible, justement, et s'il est possible de faire table rase du passé, est-ce qu'il est vraiment possible qu'on assiste à cet aggiornamento, est-ce que c'est possible que cette révolution soit totale et absolue? Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de, de concept trop idéalisé de la démocratie? Oui, naturellement. C'est un concept un peu trop idéalisé. Mais il faut dire que la rue qui gronde et la rue qui jusque-là a obtenu ce qu'elle voulait, la rue peut aller plus loin. Parce que quand vous regardez dans les deux cas de figure, les gens n'ont pas abdiqué. En Algérie, on vient d'assister au 11e vendredi de manifestation. Au Soudan, la population continue d'assiéger le QG de l'armée. Ça veut dire que les gens veulent véritablement ce changement de système auquel ils aspirent. Mais sauf que, une fois de plus, le peuple risque d'être floué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le peuple rêve. Et c'est là où on peut voir la part de l'utopie. Parce qu'en réalité, changement de système pour système. Parce qu'en fait, la finalité, c'est quoi? Michel l'a dit, c'est que les gens veulent mieux-être. Les gens veulent qu'on assiste à, il faut le dire, à une sorte d'Eldorado désormais. Or, regardons la situation économique des deux pays. Et c'est là où je voudrais en venir. Et c'est là où, à un moment donné, les gens peuvent prendre leur fantasme pour la réalité. Si je prends le cas de l'Algérie, par exemple, c'est un pays qui dépend à 77% du pétrole. Et Bouteflika n'a pas pu faire autre chose, n'a pas pu diversifier l'économie. De sorte qu'aujourd'hui, la chute des coûts du baril impacte immédiatement sur l'économie. De sorte que le chômage est rampant, il est galopant. Et quand vous prenez le cas du Soudan également, c'est quasiment le même cas de figure. N'oublions pas que c'est le pain, c'est l'augmentation du prix du pain qui a mis le feu aux poudres. Et qu'aujourd'hui, on a la monnaie qui est au plus bas. Et on a également l'État qui est amputé de 75% de ses recettes pétrolières qui désormais
appartiennent au Soudan du ce Sud. sont Alors, comment, deux pays dans qui ce ont contexte, des économies sinistrées très rapidement. Les économies dans les deux cas sont sinistrées. Donc, on retrouve ici deux profils de citoyens qui revendiquent leurs droits dans la rue. Il y a des citoyens électeurs et citoyens manifestants. Comment s'élaborent toutes ces manifestations? Elles ne sont pas quand même spontanées. Je suis sûr qu'avant, il y a eu un avant, il y a eu un après, et pendant aussi. Comment ça s'élabore? Oui, effectivement, ces revendications ne sont pas spontanées, sauf à insulter la maturité des deux peuples ici en question. Mais je voudrais revenir sur une observation parce que votre question de départ est tellement pertinente. Elle me fait d'ailleurs penser à un écrit que je suis en train de parfaire. J'ai une question, c'est-à-dire, est-ce que la démocratie doit craindre la rue ou alors c'est la rue qui ne fait plus confiance à la démocratie. Et je pense que nous sommes plus dans le deuxième sillage, c'est-à-dire que la rue, le peuple ne fait plus confiance à ses gouvernants. Et c'est là où tout le bas blesse. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les deux profils sont assez identiques parce que, regardons le cas algérien, vous avez une population qui sait ce qu'elle veut, qui revendique dans la paix et qui tient ses revendications jusqu'au bout. Au départ, qu'est-ce qu'on revendiquait? C'est que Bouteflika ne se représente plus. Il a dit « je ne me représenterai plus ». Qu'est-ce qu'on a revendiqué ensuite? C'est qu'il quitte le pouvoir. Il a quitté le pouvoir. Qu'est-ce qu'on revendique aujourd'hui? C'est carrément le changement des figures de proue du système. Et donc, nous avons affaire à une rue déterminée, nous avons affaire à un peuple déterminé. C'est vrai pour l'Algérie, mais c'est aussi vrai pour le Soudan. Parce qu'aujourd'hui, dans le cas du Soudan, ce que le peuple refuse, c'est que le conseil militaire ne s'approprie les leviers du pouvoir. Et donc, il va falloir que le pouvoir soit immédiatement remis aux civils pour que, démocratiquement, on envisage une transition qui puisse garantir au peuple le respect de ses droits fondamentaux. Oui, Alain Georges Banasoubek, avec l'attitude des militaires, par exemple, dans le cas algérien, ne vouloir rien lâcher, une réalité s'impose. Et vous l'avez dit, la capacité limitée d'exercer le pouvoir dans la rue. Les manifestants ne vont-ils pas finalement capituler, abandonner leur lutte? À l'allure où vont les choses. À l'allure où vont les choses, et quand on voit la détermination de ces masses populaires, qui tous les jours font le pied de grue, notamment au Soudan, au quartier général de l'armée et du côté de l'Algérie, chaque vendredi, il ne me semble pas que ce sera le cas. Moi, ce que je redoute, c'est peut-être qu'on assiste à une confrontation. C'est-à-dire qu'on assiste à une escalade de la violence, que ça puisse dégénérer en conflit. Parce que jusque-là, il faut le dire, l'armée a beaucoup coopéré avec les populations jusque-là. Mais pour le cas du Soudan, à un moment donné, on risque, moi j'ai bien peur qu'on en assiste à des confrontations, à des échauffourées. Et là, la situation va s'embraser et finalement, on risque de revenir à une situation que nous sommes tous en train de redouter, à savoir que finalement que l'armée use de ses prérogatives pour reprendre le contrôle de la situation. Dans le cas de l'Algérie, ça me paraît un peu plus, on va dire un peu plus feutré. Là aussi, les revendications se montrent plus bruyantes. La rue va continuer de gronder. Elle va continuer de gronder jusqu'à ce qu'elle obtienne véritablement ce qu'elle recherche. Et nous verrons bien dans les prochains jours jusqu'où iront justement ces populations qui revendiquent. Et nous verrons aussi si l'armée, dans les deux cas, s'arc-boute sur sa position, c'est-à-dire qu'elle reste intransigeante ou alors qu'elle fait la sourde oreille à ces revendications. Mais aussi longtemps que la rue va continuer de gronder, mais je pense qu'on finira certainement par aboutir non seulement à la remise du pouvoir aux civils, mais certainement aussi à l'organisation, il faut le dire, l'organisation des élections démocratiques qui vont permettre à certains acteurs, nous croyons bien qu'on pourrait assister dans les deux cas au renouvellement de la classe politique, et ce qui n'est pas évident. Parce qu'on a comme l'impression que dans tous les cas, et c'est là où votre question me paraît pertinente, parce que si le pouvoir n'appartient pas à la rue, parce que quoi qu'on dise, c'est toujours quelqu'un qui est plus ou moins hérité d'une situation qui a été dans le système. Une contestation populaire. Une contestation qui finalement, avec l'expérience, de la connaissance des arcanes du pouvoir, de la connaissance de l'administration, c'est certainement ce type de personnes, ces profils qu'on recherche pour amener ces personnes-là ou ces personnalités à prendre le pouvoir dans les deux cas. Donc, une fois de plus, la rue peut être le catalyseur, la rue peut impulser
les révolutions, mais malheureusement, un homme de la rue ne va jamais accéder au Oui, pouvoir. Ça, il faut le l'homme dire. de la rue, c'est monsieur tout le monde. On a eu, par exemple, dans le cas soudanais, l'association des professionnels qui porte à bout de bras cette contestation depuis près de 2 mois déjà. Est-ce que ceux qui portent la contestation dans la rue sont souvent préparés à prendre le pouvoir? Peut-être que c'est ça le souhait du peuple qui manifeste dans la rue, d'avoir un des leurs à la tête du pays. Est-ce que c'est possible? Non, Ismaël, il faut dire que traditionnellement et de façon doctrinale, il n'appartient pas à l'homme de la rue d'exercer le pouvoir. Vous savez, la démocratie a ses règles et nous sommes dans le cadre de démocratie représentative. Ça veut dire que la rue revendique, mais lorsqu'il arrive le moment des élections, la rue se fait représenter. Malheureusement, c'est ce problème de représentativité qui fait défaut. Mais n'imaginons pas un seul instant, Rousseau l'a dit, c'est une illusion que l'homme de la rue accède au pouvoir déjà parce que la rue, quantitativement, on ne peut pas la préciser. Voilà. Donc, faisons confiance à la fortune. Espérons que cette fois-ci, les revendications de la rue parviendront à faire fléchir ceux-là qui seront désignés demain, qu'il s'agisse des hommes, peut-être que c'est cela votre question, issus du sérail de la rue, qu'il s'agisse effectivement des hommes issus de l'entourage des anciens chefs de l'État. Mais je pense que le peuple est quand même méfiant. Le peuple est d'autant plus méfiant dans le cas algérien où on voit que l'actuel chef d'État par intérim et le Premier ministre sont décriés par la rue parce que simplement, ils ont appartenu à l'entourage immédiat En même du temps, il chef faut de l'État. considérer que dans les deux situations, on n'aura jamais une génération spontanée qui sort de nulle part. C'est vrai. Ce sera toujours avec la même vieille classe politique. Non, il faut un renouvellement, mais n'arrive pas en politique qui veut, il faut une préparation. Il y a quand même une école politique qui n'est pas l'école que nous faisons, une école qui suppose quand même que l'on ait grandi, que l'on ait évolué à l'ombre des leaders charismatiques. Mais Ismaël, on a longtemps parlé de la rue, on en fait d'ailleurs des éloges, mais je pense que le collègue... Je ne pense pas que ce soit l'objet, on ne fait pas l'apologie de la rue, on veut juste comprendre, on interroge, on questionne les faits. Le collègue soulignait également dans le cadre algérien spécifique la maturité ou alors le caractère citoyen de l'armée, parce que c'est quand même inédit, c'est un des cas rares où l'on voit l'armée qui joue les interfaces entre la population et les gouvernants, l'armée qui refuse d'aller au front contre le peuple, l'armée qui reçoit pratiquement les doléances du peuple, les transmet et décide lorsqu'il le faut d'évincer un chef d'État parce que simplement il n'y a plus de synergie entre ces derniers et la rue. C'est un cas inédit et c'est tout ce que nous souhaitons à l'Afrique. Oui, c'est un cas inédit et des situations qui méritent d'être soulignées avec deux traits comme cette cure opérée par l'armée au sein de la haute administration en Algérie et au Soudan. Bien sûr. C'est des signaux assez forts. C'est des signaux assez forts. On va dire quoi? On dira que les armées, dans les deux cas, l'armée soudanaise comme l'armée algérienne parle aux armées des pays africains. Parce que comparaison n'est pas raison. Il faut le dire que d'un pays à un autre, vraiment nous partons d'un contexte à un autre aussi. Il est très différent de voir vraiment cette coopération de l'armée avec les populations. Il est difficile dans plusieurs contextes de voir que l'armée puisse décider, par exemple, de démettre un chef d'État. Et quand on sait que l'armée doit allégeance, loyauté, par exemple, aux personnes, aux personnalités qui incarnent le pouvoir en place. Et je pense que le cas de l'Algérie et le cas du Soudan, vraiment, sont des cas sans précédent qui méritent aujourd'hui d'être soulignés. Oui, donc qui pourraient faire des émules. Oui, dans quelle proportion voyez-vous la transition en cours dans les deux pays en train de répondre aux attentes des populations qui sont encore dans la rue? Non, en Algérie, la tension vers ce cas de figure est déjà là. Je pense qu'il ne reste qu'un préalable à régler, c'est-à-dire c'est l'éviction, je pense, de l'actuel chef d'État par intérim. Mais je pense que les élections prévues, je pense c'est le 2 ou le 4 juillet. Le 4 juillet, ces élections répondront dans un avenir très proche à la question que vous posez. Je pense que nous sommes arrivés au dénouement de cette crise. La question est encore un peu plus difficile au Soudan, où l'armée concentre encore entre ses mains l'essentiel des leviers du pouvoir. Et donc, je ne voudrais pas être utopique en pensant que le peuple aura facilement gain de cause. Et je pense que la bataille au Soudan est encore longue. Les jours de confrontation sont encore devant nous. Mais il me semble bien que ça va mieux pour le Soudan, puisque les deux parties sont parvenus à des accords de transition. Il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux. Au oui, Soudan. parce que ça coince beaucoup plus en Algérie qu'au Soudan. C'est beaucoup plus en Algérie. Au Soudan, l'armée veut véritablement lâcher du lest.
L'armée semble avoir il faut le dire, la bienveillance d'écouter, les aspirations justement des leaders qui mènent cette contestation, qui ont mené cette révolution, notamment le syndicat des professionnels. Et on a comme l'impression que justement au Soudan, il est fort possible que ce pouvoir soit très rapidement rendu aux civils par rapport à l'Algérie. Parce que l'Algérie, il y a une élection, mais jusque-là, on ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Il est très difficile, à moins de lire dans la boule de cristal, comme dans la boule de cristal, de savoir exactement ce qui va se passer. Mais comme nous le disions tantôt, le fait qu'on constate dans les deux cas, et surtout dans le cas de l'Algérie, que la mobilisation ne faiblit pas. On a comme l'impression qu'elle continue, elle va crescendo et que les Algériens n'entendent pas se lasser et ils entendent continuer leur combat, continuer leurs revendications. Je crois que certainement à la fin, les populations finiront par avoir gain de cause. Oui, dans cette situation algérienne, est-ce que, par exemple, une trop grande contestation ou si elle reste, elle est maintenue dans la durée, ne risque pas de nous imposer un fusible qui rendrait caduque une élection? Michel Domesso. Ismaël, pour rebondir, et suivant les mots du chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah, je pense que ce qui coince en Algérie, soyons sérieux, c'est juste la revendication de trop. Parce que l'armée a déjà fait un gros effort. L'armée a déjà tenu, s'est déjà engagée à respecter les dates prévues par la Constitution, les dates d'une élection présidentielle anticipée. L'armée est prête effectivement à permettre l'expression libre du suffrage universel et même le chef d'état-major des armées appelle vivement au dialogue et il dit haut et fort que le dialogue est la seule manière de régler pacifiquement la crise algérienne. Et il est absolument hors de question pour lui que l'on en vienne à violer le principe de l'unité du peuple algérien. C'est simplement que le peuple, c'est d'ailleurs dans son droit, le peuple veut tout obtenir et c'est dans ses prérogatives. Mais dans le cas soudanais, il y a encore des inconnus. Il y a une intention, il y a des promesses, mais tant que nous ne sommes pas encore fixés sur les dates des élections présidentielles anticipées, je pense que le cas soudanais, sauf si on vit des intentions, est encore assez problématique. Non, le cas du Soudan, c'est qu'il faut d'abord un gouvernement de transition. Et dans ce gouvernement de transition, la question est de savoir si dans ce gouvernement, on ne comptera que des civils. Que des militaires. Oh, mais je pense qu'eux-mêmes, les leaders soudanais, sont en train de comprendre qu'en fait, pour une transition, il n'est pas superflu que légalement, que les militaires, que les hommes de l'armée fassent partie de ce gouvernement de transition. Et que ce gouvernement civil, cher collègue. Non. Vous voyez, tout à l'heure, vous venez de dire quelque chose de très important. On est dans une situation d'exception. On est dans une situation, et tout à l'heure, vous avez dit que l'armée a déjà fait. de tout le monde. Si l'armée, c'est le facilitateur. Si c'est l'armée qui a intercédé, si c'est l'armée qui a justement été l'interface, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce on ne peut pas faire sans cette armée. On ne devrait pas faire sans l'armée, Oui, tout au moins pour une période de transitoire. Absolument. En attendant Au risque de développer l'appétit du pouvoir. Voilà, qui ne va pas durer longtemps. Le destin du Soudan et de l'Algérie doit-il s'accomplir avec le soutien des grandes puissances occidentales? Et d'ailleurs, quel serait leur intérêt pour la reconstruction de ces deux pays? Oui, il faut quand même dire que depuis 5 ans, en gros, on observe que la communauté internationale regarde avec beaucoup plus de responsabilité ce qui se passe en Afrique. Ce ne fut pas souvent le cas. Dans un passé récent, lorsqu'il survient une crise en Afrique, on était habitué aux déclarations incendiaires qui, au lieu de calmer le jeu, alourdaient beaucoup plus la situation. Or, que ce soit dans le cas soudanais, où pourtant les États-Unis ont des intérêts vitaux en matière de stratégie, en matière de sécurité. Surtout de lutte contre le terrorisme, voilà. Effectivement, que ce soit dans le cas algérien, l'Algérie qui est quand même limitrophe de par la Méditerranée des puissances occidentales, on observe quand même que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, se prononcent avec mesure. Et c'est plutôt de bonne guerre pour la sécurité et la paix dans ces régions-là. On me fait signe que dans la première partie de cette émission, il nous reste très peu de secondes. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Effectivement, je voudrais dire que, vous savez, quand il y a pareille situation, on dit toujours la communauté internationale. En fait, c'est la communauté occidentale. On doit le dire ainsi. Alors, cette communauté, cette prétendue communauté internationale, jusque-là, approuve tout ce qui se passe. En ce sens qu'on sait que c'est la rue, hein, c'est la contestation des populations qui arrive justement à amener l'armée à démettre les chefs d'État. Jusque-là, il faut dire que cette communauté internationale s'est montrée, dans l'ensemble, pour ainsi dire,
beaucoup plus souple et même, pour ainsi dire, admirative même de ce qui se passe. Alors, maintenant, est-ce que le Soudan va bénéficier, par exemple, des largesses de ces communautés? Assurément. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit que Omar el-Béchir n'est plus au pouvoir, et de l'autre côté également, l'ancien président algérien, lui aussi, qui visiblement va chercher asile, trouvera asile dans un pays, je crois, du côté du Moyen-Orient. Alors, quand on va dans les deux cas, la communauté internationale, les puissances occidentales, à mon avis, vont apporter leur aide, vont coopérer, à mon avis. À ce stade de l'émission, nous allons marquer une pause et derrière, nous parlerons du Venezuela. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de nos deux invités, Alain-Georges Banasoubek et Michel Ndong-Essour. Nicolas Maduro persiste et signe que Juan Guaido ne l'évincera pas de son fauteuil. L'opposant vénézuélien, soutenu par les États-Unis et plusieurs pays de la région, appelle l'armée à se ranger derrière lui, un appel à l'insurrection qui a failli déboucher sur un coup de force contre le pouvoir de Caracas. Reportage. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, a appelé ses participants à descendre dans la rue ce mardi, jusqu'à obtenir la chute du président Nicolás Maduro, assurant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. C'est le moment, les 24 États du pays se sont engagés sur le même chemin. Il n'y a plus de retour en arrière, l'avenir nous appartient. Le peuple et l'armée unis pour mettre fin à l'usurpation, a déclaré Juan Guaido sur Twitter. Lors de ces manifestations aux allures d'une tentative de coup d'État, des heurts ont éclaté entre des policiers et des manifestants qui avaient répondu à l'appel de Juan Guaido à sortir dans les rues pour soutenir les militaires qui, quelques heures plus tard, sont eux aussi entrés en rébellion contre le président Nicolás Maduro dans le quartier d'Altamira. Apparemment, certains militaires ont répondu à l'appel du président Guaido, mais d'autres continuent à tirer depuis la base militaire de Carlota. Et nous sommes ici en train d'attendre et d'aider comme nous pouvons. Dans l'après-midi, le leader de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, s'est adressé à ses sympathisants aux côtés de l'autre figure de l'opposition, Leopoldo López, libéré de son assignation à résidence. Les deux hommes ont appelé à durcir le ton. Pour eux, il n'est pas question de réparer le Venezuela. Nicolás Maduro a de son côté appelé à une mobilisation maximale. Selon lui, le gouvernement répondra avec violence si nécessaire. S'il y a bien des positions qui intriguent dans cette crise vénézuélienne, ce sont celles de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et j'en passe, qui appellent plutôt les différentes parties au calme et à la retenue quand Washington menace même le régime de Maduro d'une intervention militaire. De quoi ces pays ont-ils peur? On commence avec vous, Michel Ndong-Essour, pour s'aligner clairement derrière les États-Unis. Alors, Ismaël, l'échec irakien n'est pas encore loin derrière nous. Ces pays ont peur de quoi? Ont peur de ne pas maîtriser l'embrasement, de ne pas maîtriser le feu. Oui, c'est bien d'allumer le feu, mais il faut encore le maîtriser. Et donc, je pense que c'est plutôt une attitude diplomatique responsable. C'est surtout une attitude diplomatique qui quand même si elle est mitigée, montre que l'on respecte encore la souveraineté des pays, montre encore que le principe ancien selon lequel aucun État n'a le droit de s'ingérer directement dans les affaires de notre État tient encore la route. Et donc, c'est une attitude qui se situe entre le respect, entre griffes, de la souveraineté du Venezuela et la peur de ne pas pouvoir maîtriser l'incendie. Parce que c'est bien le discours de Donald Trump qui veut tout de suite régler le cas Maduro à travers une option militaire, effectivement, éclair, selon ses propres mots. Bon, mais nous savons aussi que Maduro a le soutien de la Russie, qui nous fournira certainement les armes. On aura le temps d'en parler. Et justement, comment interprétez-vous cette sortie des États-Unis et l'attitude de certains pays européens qui refusent de parler le même langage que les États-Unis? Vous savez, en diplomatie, entre ce qu'on dit clairement et ce qu'on appelle le souterrain, le underground, souvent c'est un fossé. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien la scène des relations internationales, il y a les États-Unis et ses alliés.
les États-Unis ont des alliés traditionnels dans le cadre de l'OTAN. Aujourd'hui, si la France et les autres pays, comme a dit Michel, je pense que ces pays, ces puissances occidentales se montrent mesurées et ne veulent pas clairement montrer à l'opinion internationale, par exemple, qu'ils soutiennent la position américaine, c'est-à-dire de pouvoir débarquer Maduro et d'installer le jeune Juan Guaido. Il y a le respect de la souveraineté et à demi-mot même du bout des lèvres aussi, on peut le dire, sans condamner aussi clairement le coup de force. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont franchir le Rubicon? Non, les États-Unis ne vont pas franchir le Rubicon. Je crois qu'il vous souvient que je disais que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on appelle l'unilatéralisme aujourd'hui est en train de, faut le dire, en train de faiblir, en train de disparaître. Et je pense que comme ça a été le cas en Syrie, maintenant que Maduro a le soutien clair de la Russie, parce qu'il vous souvient que Trump, en début de semaine, a eu une conversation avec Poutine, même s'il s'est réjoui de cette conversation. Alors, il ne peut pas se réjouir du moment où la Russie a clairement dit à Maduro de ne pas quitter, à Nicolas Maduro de ne pas quitter le pays. Alors que pour Trump, pour les Américains, il est question simplement que le Juan Guaido prenne le pouvoir. Et voilà pourquoi, militairement, les États-Unis sont prêts à aller justement débarquer Maduro du pouvoir. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si l'unilatéralisme est en train de disparaître, ça veut dire que le cas du Venezuela risque encore d'être, à mon avis, un cas de guerre froide, la guerre froide d'une certaine manière. Donc la Russie ne va pas se laisser faire comme en Syrie, et vous verrez que les États-Unis ne vont pas... Mais tout ceci ne nous renseigne pas un peu pourquoi les États-Unis en veulent tant à Maduro. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de poser, d'envisager une option militaire pour éventuellement poser de vrais problèmes derrière? Non, il s'agit clairement, et vous avez tout à fait raison, Ismaël, de l'une des dernières résistances régionales ou même sous-régionales à l'impérialisme des États-Unis. Est-ce qu'il faudra encore rappeler ici l'historique économique du Venezuela qui est assez proche de celle de Cuba? Et donc, en réalité, les États-Unis veulent mettre la main sur le Venezuela pour, une fois de plus, asseoir leur leadership politique sur la région. Et ce sera aussi une manière, effectivement, de coiffer la Russie dans une zone stratégique. Et donc, c'est certainement pour des impératifs géostratégiques que Donald Trump veut en finir avec Maduro. Et il y a le risque de craindre que cet épisode n'atteigne une autre dimension avec l'arrestation potentielle de Juan Guaido, parce que vous savez que un des organes vénézuéliens chargés effectivement de veiller sur le respect de la Constitution a décidé de lever l'immunité parlementaire de Juan Guaido. Et donc, en réalité, nous sommes dans la perspective d'une éventuelle arrestation. Et c'est à ce niveau qu'il faudra voir jusqu'où est capable d'aller Donald Trump si jamais le président autoproclamé par intérim est arrêté par les forces de l'ordre vénézuéliennes. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais l'option des États-Unis ne marche pas, c'est-à-dire celle de évincer Maduro de son poste? Ce que je voulais dire d'abord au plan interne, c'est qu'au plan interne, déjà, Juan Guaido a du mal à rallier l'armée à sa cause. Parce qu'il faut dire, il y a quelques militaires qui ont rallié son camp, mais au plan interne déjà, c'est vrai que le chef des renseignements a rallié son camp, mais de manière générale au sein de l'armée, et c'est ce qui était attendu. On attendait que l'armée accepte définitivement de rallier le camp Guaido pour démettre Nicolas Maduro. Apparemment, donc, son appel n'est pas entendu jusqu'à là. Non, l'appel n'est pas entendu. Au plan interne même, il y a déjà des contestations. Et le fait que, vous savez, dans ces pays latino-américains, vous voyez que l'influence des États-Unis est très mal vue, n'est pas appréciée du tout. Alors le simple fait que ce soit aujourd'hui une autorité publique, qu'on sache que les États-Unis sont par exemple derrière Juan Guaido, au sein même de l'armée, au sein de la population, beaucoup ne l'acceptent pas. Et aujourd'hui, avec l'intervention claire non seulement des États-Unis, et surtout de la Russie, mais il ne sera pas évident. Les États-Unis ne pourront pas, parce qu'il y a désormais, pour ainsi dire, la Russie constitue un front, et un front derrière Maduro. Et pour les États-Unis, c'est aller affronter Maduro, ça veut dire qu'en fait, c'est pour ainsi dire déclarer la guerre à la Russie. Voilà. Et à mon avis, on va continuer d'observer. Maintenant, est-ce que Guaido sera... Jusque-là, je pense que Maduro a été
à mon avis, il a été très fin. Maduro qui a déjoué un coup d'État de son rival, puis a failli même fuir vers Cuba avant d'être vite déconseillé par Moscou. Finalement, va-t-on vers le scénario syrien où on a tout essayé contre Bachar al-Assad sans jamais avoir sa tête? Non, il faut mettre assez d'eau d'ailleurs dans le verre du confrère. Vous savez, il y a quand même un paramètre qui va compliquer sérieusement la tâche à Maduro et à son allié russe, c'est que la situation économique ne lui permet pas, dans un avenir moyen, d'avoir l'armée sous sa botte. Contrairement à ce qui a été dit, c'est que oui, on a l'impression que l'armée est restée silencieuse face à l'appel de Juan Guaido, mais il y a qu'au sein même de cette armée, il y a la question de la survie sociale. Lorsque nous sommes dans un pays en panne d'électricité depuis plusieurs jours, lorsque nous sommes dans un pays coupé du reste du monde sur tous les plans, lorsque nous sommes dans un pays qui frôle la famine, même l'armée, on l'a vu dans plusieurs cas dans le monde, on l'a vu avec le cas ivoirien où l'armée avait commencé par lâcher Laurent Gbagbo. Bref, même l'armée risque à un moment donné de lâcher, on risque d'avoir des dissidents au sein de l'armée. Et je pense que c'est le pari des États-Unis d'épuiser Maduro de l'intérieur, de l'épuiser économiquement pour que même ses soutiens commencent à le lâcher. Et l'équation est d'autant plus sérieuse que la Russie n'a pas les moyens économiques de soutenir le régime. Parce que c'est aussi ça la réalité, les États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis le feront? Est-ce que les États-Unis vont apporter leur soutien? Oui, mais jusqu'à quand Maduro va-t-il refuser que l'aide internationale pénètre le Venezuela, alors même que les populations en ont besoin? C'est aussi ça l'équation. Non, l'équation est, donc, à quoi sert donc le soutien de la Russie au Venezuela, par exemple? À quoi sert le soutien de la Russie? Le soutien de la Russie s'impose. Il va être juste militaire? Non, il va être militaire et puis c'est un soutien dissuasif. C'est un soutien dissuasif, ça il faut le dire. Parce que sur la scène internationale, on sait très bien que du moment où les États-Unis, dès qu'ils se rendent compte qu'en face il y a la Russie, immédiatement eux-mêmes commencent à comprendre qu'il faut faire attention, on ne peut plus attaquer. Maintenant, on peut fragiliser Maduro de l'intérieur, mais n'oublions pas que c'est aussi une affaire de souveraineté d'un pays, d'un État. Et à ce niveau, les États-Unis, sur le plan stratégique, ils veulent certainement donner l'impression que Maduro est lâché de l'intérieur par exemple par son armée, histoire pour éviter une intervention directe, par exemple, qui serait un peu trop flagrante aux yeux des Américains. Donc, mais maintenant, nous sommes dans un jeu assez subtil. Maintenant, la Russie, ce qui est sûr, c'est que du moment où la Russie a dit à Nicolas Maduro de ne pas quitter le territoire, ça veut dire que la Russie est certainement prête à soutenir. Peut-être pas de manière claire ou de manière ouverte, mais toujours est-il que les États-Unis vont reculer. Vous avez pris tout à l'heure, on parlait de la Syrie. À ce niveau-là, on ne peut plus spéculer sur le soutien de la Russie. Ce soutien est clair. Le soutien est clair. Voilà, justement. Alors, en quoi est-ce que Guaido ferait-il un bon président par rapport à Maduro? Bon président, moi je suis Gabonais. Il ne sera jamais un bon président pour moi. Il faut poser la question bon président pour qui? Voilà. Alors, bon président pour ses alliés américains, certainement, il le sera, puisqu'il va servir leurs intérêts. Bon président, peut-être aussi pour... Non, n'en rions pas pour cette majorité de Vénézuéliens qui aspirent à un mieux-être, parce qu'il faut quand même remarquer... Le mieux-être vénézuélien passe désormais par Juan Guaido, vous pensez? Non, passe par un changement de gouvernance, Ismaël Bianzé. Il ne faut pas ignorer que Maduro a échoué dans la conservation de l'héritage chaviste. Voilà, il faut quand même le dire. Ce pays était un modèle, a longtemps été reconnu comme un modèle dans le sillage de l'Amérique latine. Aujourd'hui, le Venezuela n'est plus que son propre fantôme. Et donc, il y a quand même une grande majorité de Vénézuéliens qui aspirent à un mieux-être. Et peut-être que pour eux, Guaido sera un bon président. Oui, mais sauf que Guaido veut tenter un coup de force. Ce qu'il fait n'est pas démocratique. C'est loin, très loin de faire partie d'un processus démocratique. Là, c'est un coup de force et intenté. Et puis, on ne peut pas soutenir cela. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, aujourd'hui, qu'on laisse le président élu aller jusqu'au terme de son mandat et que par des mécanismes démocratiques, que Juan Guaido arrive, si les populations, naturellement, les électeurs le souhaitent, qu'il arrive à succéder démocratiquement à Maduro. Aujourd'hui, vous pensez à ce que Michel a dit, que Maduro pourrait capituler par rapport aux difficultés économiques du pays, asphyxié comme il est par des sanctions, vous pensez? Ça, c'est évident, c'est possible. Et je crois que évidemment, c'est ce que les États-Unis recherchent. On veut le fragiliser et, pour ainsi dire, pour le jeter même en pâture, de manière à être lâché par tout le monde. Ça c'est la stratégie américaine.
Ben, maintenant, on attend voir si les Vénézuéliens eux-mêmes vont adhérer. Est-ce qu'ils vont coopérer? On attend voir ce qui va se passer. Alors, au plan géostratégique, au plan pétrostratégique, même, nous savons que c'est un pays gorgé de pétrole. Et je crois que c'est ce qui suscite la convoitise des Américains. Peut-être que c'est la première puissance du monde, justement, en ce moment, voudrait étendre son influence et étendre sa sphère d'influence de ce côté-là. C'est naturel, c'est normal qu'on sait que les États-Unis veulent exploiter l'or noir. Oui. Mais en retour également, je pense qu'on ne devrait pas légitimer des coups de force. Oui, oui. Ça, il faut qu'on se le dise. Et à ce niveau-là, Juan Guaidó, qui est encore jeune, il a le temps. Et s'il est même un pion américain, à mon avis, il faut qu'il attende à la fin du mandat pour aspirer à avoir le suffrage des Vénézuéliens. Michel Ndonguesso, la Libye est en lambeaux, le Yémen n'existe plus que de nom, la Syrie se bat contre les forces, contre Daesh, et les États-Unis n'arrivent pas à s'imposer dans ce pays. Pourquoi? Comment on peut le comprendre? Bon, est-ce que les États-Unis ne parviennent pas à s'imposer ou alors les États-Unis ne sont pas, surtout avec l'avènement de Trump à la tête de l'État, ne sont plus enclins à agir de toute leur force? Parce qu'il faut quand même dire que depuis que Trump est arrivé, on n'assiste plus à la même énergie internationale des États-Unis, c'est-à-dire que... Celle-là qui va se déployer au Venezuela dans quelques jours. Le Venezuela est quand même dans le précaré américain, contrairement à la Syrie qui se situe à des années-lumière. Enfin, c'est une manière de parler. Oui, bon, mais est-ce qu'il faut voir cela comme un échec, Ismaël? Attention, ou alors comme une tension vers le respect des souverainetés, parce que le débat, parfois, il se situe à ce niveau. Lorsque les États-Unis décident d'agir par la violence, comme ce fut le cas en Irak, on crie à la violation de la souveraineté. Lorsque Donald Trump dit, bon, écoutez, mon pays doit s'occuper de ces questions internes et donc je ne regarde plus forcément ce qui se passe en Syrie, on croit que les États-Unis sont faibles. Il faut bien savoir ce que l'on recherche. Moi, je pense que la posture actuelle des relations internationales, c'est tant vers le respect des souverainetés. Voilà. Oui, cette lecture croisée des situations que vous faites doit respecter certaines considérations. Je ne suis pas sûr que les situations soient les mêmes, selon qu'on parle de la Syrie, de la Libye ou du Venezuela. Que pensez-vous du fait que les États-Unis aujourd'hui ne parviennent pas à régler certaines crises internationales? C'est que ces crises... En tant que gendarme du monde. Oui, en tant que gendarme du monde, il faut le dire qu'entre griffes, nous assistons à des situations compliquées. Parce que vous avez pris le cas de la Libye. Mais la Libye, nous savons que c'est la logistique de l'OTAN. Donc c'est plus ou moins à l'époque Obama, les États-Unis dirigés par Obama, qui ont donné le feu vert à Nicolas Sarkozy de débarquer le leader libyen. Le cas de l'Irak également, on le sait, on le sait. Mais c'est que le conflit syrien est un peu plus compliqué. Nous avons le conflit syrien, nous avons le conflit israélo-palestinien. C'est une autre patate chaude. C'est une autre patate chaude que Trump a héritée. Et là, c'est difficile. Et encore que, dernièrement, vous voyez que Trump s'est prononcé clairement en faveur de l'allié naturel des États-Unis, c'est-à-dire Israël, en disant que Jérusalem, désormais, doit être considérée comme étant, par exemple, la capitale d'Israël. Et ce qui a créé un tollé énorme et une levée de boucliers dans le monde arabo-musulman. Alors, je pense que d'un contexte à un autre, d'un pays à un autre, c'est différent. Et naturellement, en fonction des enjeux aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. En fonction des enjeux. Parce que si les États-Unis interviennent, par exemple, dans le cas de la Syrie, c'est compliqué là-bas. C'est très compliqué. Il n'est pas évident, il n'est pas très évident pour les Américains, forcément, d'avoir une même mise compte tenu de la situation aujourd'hui. C'est un pays qui est pratiquement aujourd'hui au bord du chaos, si ce n'est le cas. Donc, quand on regarde la sphère internationale, c'est au gré des intérêts des Américains, au gré de leurs intérêts, au gré de la capacité, de leur capacité également à maîtriser le terrain, parce qu'ils ont tiré aussi énormément de leçons, il faut le dire, des guerres. De leurs échecs, ouais. Des échecs connus dans des situations de guerre précédentes. Et donc, en fonction de cela, on a donc une scène internationale qui n'est pas tout à fait apaisée, mais Trump, dès qu'il a pris le pouvoir, s'est montré beaucoup plus américain. En fait, il s'est montré beaucoup plus garant de la bonne marche de l'économie et d'avoir préservé, pour ainsi dire, la marche d'abord de l'économie américaine. Oui, parmi les curiosités, il y a eu le silence des Nations Unies sur ces menaces des États-Unis contre le régime de Maduro. Oui,
une seconde, avant de revenir sur les Nations Unies, une seconde pour dire que s'il y a difficulté des États-Unis dans les cas syriens et autres, oui, c'est peut-être aussi surtout pour la Syrie parce qu'aujourd'hui, l'adversaire a pris plusieurs visages. Il y a eu insertion de nouveaux acteurs, notamment de l'acteur terroriste, qui lui-même s'est démultiplié. Il y a tellement de groupes terroristes aujourd'hui. La guerre est asymétrique. Effectivement, est asymétrique, qui confondent même le champ de bataille. Voilà, on n'a plus affaire à un adversaire déterminé, précis. On a affaire à un adversaire qui a plusieurs têtes. Effectivement, qui a plusieurs têtes. Et donc, bon, mais écoutez, s'il faille encore parler des Nations Unies que certains qualifient de machin, simplement que sa paralysie est à regarder du point de vue même du manque de consensus des puissances qui constituent son Conseil de sécurité. Que voulez-vous que les États-Unis, que les Nations Unies décident lorsque la Russie exercera inévitablement un droit de veto s'il est question d'envisager une invasion militaire du Venezuela? Donc les États-Unis sont paralysés à travers même leur propre constitution. Parce qu'il est clair que la Russie n'acceptera jamais, par exemple, que les Nations Unies interviennent militairement au Venezuela. C'est clair. C'est votre approche du Bien, problème? C'est normal. Ça dit qu'aujourd'hui, les États-Unis ne vont faire parler d'eux que si il y a une résolution, par exemple, qui est prise par une des puissances, qui justement appartient au Conseil, au Conseil de sécurité. Donc, effectivement, si les États-Unis déposent une résolution, c'est qui est sûr, c'est que la Russie et la Chine vont s'y opposer et puis ça ne passera pas. Ça c'est sûr. Alors, quand vous prenez, tout à l'heure, vous parlez du cas de la Libye. Le cas de la Libye, moi j'ai vu la Libye sous Kadhafi, mais je crois qu'aujourd'hui également, on a un pays qui est également au bord du chaos. Aujourd'hui avec les deux forces. Mais là aussi, vous voyez que c'est un problème stratégique très grave. Aujourd'hui, la transition, tout au moins le gouvernement actuel, qui essaie de gérer la situation, a concédé les puits de pétrole aux Italiens. Et aujourd'hui, le général Haftar est soutenu paradoxalement par la France et qui veut naturellement céder l'exploitation du pétrole à la France plus tard. C'est malsain, mais c'est malsain, c'est mesquin, mais la scène internationale est ainsi faite. Et puis, les amis de la Libye n'ont pas intérêt à ce que ce pays se pacifie un jour, non pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est au gré des intérêts. Et les États-Unis aujourd'hui ne peuvent peut-être que regarder ou appeler, faire des appels de retour à l'ordre, etc., au calme, mais tout en sachant que ses alliés, l'Italie n'est pas très loin de la France. Donc, il s'agit de deux puissances européennes là, qui se marchent sur les plates-bandes et vous n'allez pas demander aux Américains de venir intervenir. On va revenir au Venezuela. Chose curieuse, Juan Guaido danse, chante et défie le pouvoir sans être inquiété. Comment on peut le comprendre? Bon, pendant combien de temps encore? Parce que comme nous le disions tantôt, le pouvoir envisage la levée de son immunité parlementaire. Mais de toute évidence, si M. Guaido danse et chante sur la place publique, c'est certainement parce qu'il sait compter sur son allié. Certainement parce que, et d'ailleurs, il revient d'une rencontre avec ses alliés. Voilà, et donc certainement, ils lui ont promis son soutien ferme et que si Maduro se risquait à vouloir intervenir militairement contre lui, il aura ce qu'il cherche. C'est certainement cette promesse qui le fait danser. Alors, comment voyez-vous l'issue de la crise vénézuélienne? L'issue de la crise vénézuélienne, sincèrement, quand je regarde la situation, j'ai comme l'impression que Nicolás Maduro, à un moment ou à un autre, risque de capituler. Quand je vois la suite des événements, il me semble qu'à un moment donné, la situation risque de tourner en sa défaveur. Sans lire dans une boule de cristal, ce que je ne souhaite pas parce que j'estime qu'on ne devrait pas cautionner des coups de force. Ça veut dire qu'on va vers une transition au Venezuela? On va vers une transition, vers un coup de force. Maintenant, on verra bien sa capacité de pouvoir résister. Non, nous ne faisons pas l'apologie des coups de force, mais nous demandons que l'on regarde l'intérêt du peuple vénézuélien qui souffre. Et donc, la logique et la raison recommandent à Maduro et à ses alliés de penser eux-mêmes à quitter le pouvoir. Vous n'avez même pas pensé envisager une sorte de réconciliation entre les deux? Ce n'est plus possible non, ce n'est plus envisageable, M. Ismaël Bianzi. À l'état actuel des confrontations, oui, mais sauf que Juan Guaido aussi ne va pas
changer la situation comme par un coup de baguette magique. Ça, il faut qu'on se le dise aussi. Peut-être parce il ne faut pas qu'il vende le rêve aussi aux Vénézuéliens. Il a le soutien de la communauté internationale des États-Unis qui ne pourront lui pas... donner beaucoup d'argent, par exemple. Oui, merci à vous deux d'avoir accepté. Vous savez que les organisations internationales ne font pas dans l'humanitaire. Oui, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. À très vite sur Gabon 24. Ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir regardé.